On peut ne pas croire aux fantômes et néanmoins en avoir peur. C'est là tout le paradoxe, et la survie des fantômes ne tient qu'à l'imagination de ceux qui les évoquent. Les histoires de fantômes font d'abord frissonner ceux qui les écrivent. Les nouvelles d'Edith Wharton sont de celles-là. Bonjour. Romancière américaine, Edith Wharton, née Newbold Jones, 1862-1937. Elle appartient à une ancienne et très riche famille de la haute société américaine. Profondément attachée à son milieu et gardant la nostalgie de cette aristocratie moribonde, elle s'en dégage progressivement pour devenir le peintre très averti et plein d'ironie de sa décadence, de son affairisme et de sa corruption. Edith Newbold Jones commence à écrire dès l'âge de 11 ans, mais c'est seulement à 40 ans, après l'échec de son mariage avec Edward Wharton, un aristocrate neurasthénique de Boston, qu'elle achève le premier de ses quelques 40 romans publiés, auxquels il faut ajouter de nombreux recueils de nouvelles et de poèmes. Considérée comme l'une des plus grandes romancières et des nouvellistes américaines du XXe siècle, Edith Wharton était connue pour son portrait sans concession des normes sociales de son époque. Je vous raconte aujourd'hui Miss Mary Paske, une nouvelle d'Edith Wharton, dont la première publication en France date de 1889. Démons et merveilles, Michael Darjoy. Ce ne fut qu'au printemps suivant que je trouvai le courage de raconter à Mrs. Bridgeworth ce qui m'était arrivé à Morgat cette nuit-là. Il faut dire que Mrs. Bridgeworth vivait en Amérique et qu'après la nuit en question, je m'attardai plusieurs mois à l'étranger. Non par plaisir, Dieu m'en est témoin, mais à cause d'une dépression nerveuse, conséquence, semble-t-il, d'une reprise prématurée de mon travail après mon accès de fièvre en Égypte. Quoi qu'il en soit, si je m'étais trouvé nez à nez avec Grace Bridgeworth, je n'aurais pas pu lui parler de cette histoire, à elle, pas plus qu'à quiconque, pas avant d'avoir effectué une cure de repos et d'avoir été remis d'aplomb dans l'un des merveilleux sanatoriums suisses où l'on vous débarrasse de toutes vos impuretés. Je n'aurais pas davantage pu lui écrire, même si ma vie avait été en jeu. Il fallait que les événements de cette nuit soient enfouis sous des couches successives de temps et d'oubli avant que je ne sois en mesure de supporter leurs souvenirs. Tout commença le plus simplement du monde, par un brusque réflexe de ma conscience d'homme de la Nouvelle-Angleterre s'exerçant sur une constitution affaiblie. En Bretagne, j'avais passé mon temps à peindre par un temps d'automne agréable mais incertain. Un jour, le ciel était bleu et argent. Le lendemain, le vent hurlait ou le brouillard recouvrait tout. À la pointe du Raz, il y a une petite auberge sans confort, blanchie à la chaux, envahie par les touristes l'été, mais qui, à l'automne, devient un endroit solitaire et battu par la mer. C'est là que je m'étais installé pour tenter de peindre les vagues, le jour où quelqu'un me dit « Vous devriez aller au Cap quelque chose, après Morgat. » Je m'y rendis par un jour bleu et argent. Sur le chemin du retour, le nom de Morgat provoqua une association d'idées imprévues. Morgat, Grace Bridgeworth, la sœur de Grace,
Mary Basque. Vous savez que ma chère Mary possède maintenant une petite maison près de Morgat. Si par hasard vous vous trouvez en Bretagne, allez donc la voir. Elle mène une vie si retirée. Cela me fait tellement de peine. C'est ainsi que les choses se produisirent. Il y avait des années que je connaissais Mrs. Bridgeworth, mais Mary Basque, sa sœur aînée et célibataire, n'était pour moi qu'une vague relation. Je savais que Grace et sa sœur étaient très liées. Le plus grand chagrin de Grace, en épousant mon vieil ami Horace Bridgeworth, et en s'installant à New York, avait été que Mary, dont elle ne s'était jusqu'alors jamais séparée, s'attardât en Europe où les deux sœurs voyageaient depuis la mort de leur mère. Je n'ai jamais bien compris pourquoi Mary Basque refusa de rejoindre sa sœur en Amérique. Grace prétendait que son tempérament d'artiste en était la cause, mais connaissant Miss Basque et la nature extrêmement rudimentaire de son intérêt pour l'art, je me demandais si elle n'éprouva pas plutôt une certaine antipathie envers Horace Bridgeworth. Il existait une troisième possibilité, plus vraisemblable, si l'on connaissait Horace, qu'elle aimât trop celui-ci. Toutefois, cela devenait également indéfendable, du moins, je le suppose, lorsqu'on connaissait Miss Basque, avec son visage rond et rubicond, ses yeux protubérants et innocents, son appartement de vieille fille décoré de vides poches artistiques, et sa philanthropie diffuse et timide. Quelle put être éprise de Horace? Enfin, tout cela était assez troublant, ou plutôt l'aurait été, à condition de susciter un intérêt suffisant pour qu'on s'y attardât. Ce n'était pas le cas. Mary Basque ressemblait à des centaines d'autres vieilles filles mal fagotées, joyeuses laissées pour compte, se contentant d'une vie faite d'innombrables petits substituts. Grace elle-même ne m'aurait pas particulièrement intéressé si elle n'avait épousé l'un de mes plus vieux amis et ne s'était montrée gentille avec les relations de celui-ci. C'était une jolie femme, capable, à l'esprit un peu lent, se consacrant tout entière à son mari et ses enfants, dépourvue de la moindre miette d'imagination. Entre son attachement à sa sœur et l'adoration que lui vouait Mary Basque, s'était installée la distance inévitable qui sépare les sentiments des individus dont la tendresse reste inutilisée. Cependant, les deux sœurs avaient été liées par une grande intimité avant le mariage de Grace. Celle-ci faisait partie de ces femmes gentilles et consciencieuses qui continuent d'utiliser le vocabulaire de l'attachement pour parler de gens loin desquels elles vivent néanmoins heureuses. Alors, lorsqu'elle déclara « Vous savez que cela fait des années que Marie et moi ne nous sommes pas vus, depuis la naissance de la petite Molly. Si seulement elle était venue en Amérique, vous vous rendez compte? Molly a 6 ans, et elle n'a jamais vu sa chère tante. » Lorsqu'elle prononça ces mots, et ajouta « Si vous allez en Bretagne, promettez-moi de passer voir ma chère Marie. Cela toucha en moi les profondeurs obscures où sont contractées les obligations inutiles. » Il arriva donc qu'en cet après-midi bleu et argent, les mots Morgat Mary Basque, pour faire plaisir à Grace, firent soudain vibrer mon sens du devoir. Très bien. J'allais jeter quelques affaires dans mon sac, peindre toute la journée, me rendre chez Miss Basque à la tombée du jour et passer la nuit à l'auberge de Morgat. À cette fin, je demandai qu'un véhicule branlant, tiré par un cheval, m'attendît à l'auberge au retour de ma journée de peinture. Je m'y installai et me mis en route à l'heure où le soleil se couche, à la recherche de Mary Basque. Aussi soudainement que des mains s'abattant devant nos yeux,
le brouillard de mer se referma sur nous. L'instant précédent, nous progressions sur un vaste plateau désert en tournant le dos au soleil couchant qui empourprait la route devant nous. À présent, des ténèbres très denses nous enveloppaient. Personne n'avait été capable de me dire avec précision où habitait Miss Pasque, mais je pensais que je l'apprendrais probablement au hameau des pêcheurs où nous tentions de nous rendre. Et j'avais raison. Un vieil homme, sur le pas d'une porte, dit « Oui ». Après avoir gravi la prochaine côte, il fallait descendre par un chemin qui menait à la mer. La dame américaine qui s'habillait toujours en blanc. Oh, lui la connaissait, près de la baie des Trépassés. Oui, mais comment peut-on être sûr de trouver? Je ne connais pas cet endroit, grommela avec réticence le garçon qui me conduisait. Vous trouverez quand nous arriverons, fis-je observer. Oui, et pendant ce temps, le cheval qui s'embourbe, je ne peux pas prendre ce risque, monsieur. Je vais avoir des ennuis avec le patron. En fin de compte, un argument judicieux le persuada de descendre pour guider le cheval qui trébuchait, et nous poursuivîmes notre route. Pendant longtemps, nous eûmes l'impression d'avancer en nous traînant à la faible lueur de notre unique lampe dans les ténèbres humides et impénétrables. Cependant, de temps à autre, le voile se levait ou ses plis s'écartaient. Alors, notre pauvre lumière arrachait à l'œil nuit un objet parfaitement ordinaire, une porte blanche, la tête d'une vache ébahie, un tas de pierres au bord de la route, que le fait d'être sorti de son cadre, d'apparaître de manière fantasque devant nos yeux et de disparaître brusquement, rendait sinistre et irréel. Après chacune de ces manifestations, les ténèbres devenaient 3 fois plus épaisses. L'impression que j'avais depuis un certain temps de descendre une pente douce se transforma en sentiment de dévaler dans un précipice. Je sautai en hâte et rejoignis mon jeune cocher devant la voiture. « Je ne peux pas continuer, je ne peux pas continuer, monsieur, » gémit-il. « Allons, regardez, il y a de la lumière là-bas, droit devant. » Le voile se déchira, et nous aperçûmes 2 carrés brillants faiblement au milieu d'une masse peu élevée, sans aucun doute la façade d'une maison. « Emmenez-moi jusque là-bas. Après, vous pourrez partir si vous voulez. » Le voile redescendit sur nous, mais le garçon avait vu les lumières et reprit courage. Il y avait assurément une maison devant nous, et ce ne pouvait être que celle de Miss Pesque, car il était peu probable qu'une autre se trouvât dans un tel désert. De plus, au hameau, le vieil homme avait dit « près de la mer », et les modulations infinies de la voix de l'océan, si familières dans tout le pays breton, qu'on en venait à mesurer les distances d'après leur son plutôt qu'en se fiant à ses yeux, m'avaient révélé depuis un certain temps que nous nous dirigions sans doute vers le rivage. Le garçon, qui guidait toujours le cheval, n'émit pas la moindre réponse. Le brouillard, plus dense que jamais, s'était refermé sur nous, et notre lampe parvenait à peine à nous montrer les grandes taches rondes d'humidité sur l'arrière-train hirsute du cheval. Le garçon s'arrêta brusquement. « Il n'y a pas de maison. Nous descendons tout droit vers la mer. »« Mais vous avez pourtant vu la lumière, non ? » ?»« Je l'ai cru, mais où est-elle maintenant ? » ?»« Le brouillard se dissipe de nouveau. Regardez, je distingue des arbres devant nous. Mais il n'y a plus de lumière. »« Bah, les gens sont peut-être allés se coucher, » insinuai-je d'une voix enjouée. « Dans ce cas,
Ne serait-il pas préférable de faire demi-tour, monsieur? Quoi? À 2 pas de la porte? Le garçon garda le silence. Il y avait sûrement une porte devant nous et sans doute, derrière les arbres ruisselants, une habitation quelconque. À moins qu'il n'y eût qu'un champ et la mer dont j'entendais la voix affamée réclamer sans cesse son dû tout près, en contrebas. Rien d'étonnant à ce que ce lieu s'appelât la baie des Trépassés. Qu'est-ce qui avait donc bien pu pousser Mary Basque, si rose et si bienveillante, à venir s'enterrer ici? Bien entendu, le garçon ne voulait pas m'attendre. Je le savais. La baie des Trépassés, en effet. L'océan gémissait en contrebas comme s'il nourrissait le temps et que les furies, ses gardiennes, l'avaient oublié. La porte, enfin. Je l'avais heurtée de la main. Je tâtonnais à la recherche du loquet, l'ouvris et me frayais un chemin entre les buissons humides vers la maison. Pas la moindre lueur de bougie. Si cette maison était bien celle de Miss Basque, celle-ci se couchait vraiment de bonne heure. La nuit et le brouillard ne faisaient plus qu'un, et le voile des ténèbres était devenu aussi épais qu'un manteau. Je cherchais en vain la cloche. Enfin, je mis la main sur un heurtoir et le soulevai. Le fracas qu'il fit en retombant se répercuta longtemps dans le silence, mais durant 1 ou 2 minutes, rien d'autre ne se produisit. « Y a personne, je vous dis, » cria le garçon de la porte. Pourtant, si. Je n'avais pas entendu de bruit de pas à l'intérieur, mais bientôt on tira un verrou, et une vieille femme portant une coiffe de paysanne sortit la tête. Elle avait posé sa bougie sur une table derrière elle, et son visage, auréolé d'ailes de dentelle, était dans l'ombre. Je savais toutefois qu'elle était vieille, à cause de ses épaules voûtées et de ses gestes maladroits. La lumière de la bougie, qui la rendait invisible, éclairait en plein mon visage, et elle me regarda. « C'est la maison de Miss Basque ?» demandai-je. « Oui, monsieur. » Sa voix, celle d'une très vieille femme, était assez agréable, dépourvue de surprise, voire amicale. « Je vais la prévenir, » ajouta-t-elle, tandis qu'elle s'éloignait en traînant les pieds. « Pensez-vous qu'elle me recevra ?» lançai-je dans son dos. « Oh, pourquoi pas? Quelle idée !» dit-elle presque en gloussant. Je vis qu'elle était enveloppée dans un châle et portait un parapluie en coton sous le bras. Manifestement, elle était sur le point de sortir, peut-être afin de rentrer chez elle pour la nuit. Je me demandais si Mary Basque vivait complètement seule dans son ermitage. La vieille femme disparut avec la bougie, et je me retrouvai dans une complète obscurité. Au bout d'un moment, j'entendis une porte se refermer à l'arrière de la maison, puis les pas lents et pesants d'une femme âgée portant des sabots sur les dalles dehors. Elle avait de toute évidence ramassé ses sabots dans la cuisine et quitté la maison. Je me demandais si elle avait signalé ma présence à Miss Basque avant de partir, ou si elle m'avait simplement planté là, victime d'une farce sinistre de son cru. On n'entendait assurément pas le moindre son à l'intérieur. Le bruit de pas décrut. Je perçus l'ouverture d'une porte, puis un silence total se referma de nouveau sur moi, comme le brouillard. « Je me demande, » me dis-je en moi-même, et à cet instant, un souvenir enfoui au fond de ma mémoire alanguie refit soudain surface. « Mais elle est morte !»
Mary Pesk est morte. Dans ma stupeur, je criai presque. Ma mémoire me jouait des tours vraiment incroyables depuis mon accès de fièvre. J'avais appris près d'1 an auparavant le décès de Mary Pesk, survenu brusquement l'automne précédent, et j'avais eu beau penser à elle presque sans arrêt ces 2 ou 3 derniers jours, le souvenir oublié de sa mort ne remontait à ma conscience qu'à présent. Elle était morte. N'avais-je pas trouvé Grace Bridgeworth en larmes et vêtue de crêpe le jour même où j'étais allé lui dire adieu avant de prendre le bateau pour l'Égypte? Ne m'avait-elle pas mis le câble sous les yeux, tandis que les siens ruisselaient de larmes pendant que je lisais? Sœur décédée brusquement ce matin demande enterrement dans jardin, détail par lettre. Et la signature du consul américain à Brest, un ami de Bridgeworth, si mes souvenirs étaient bons. Je voyais les mots exacts du message qui s'imprimait dans l'obscurité devant moi. Debout, dans le noir, j'étais bien plus perturbé par la découverte de mon trou de mémoire que par le fait d'être seul dans une maison où il faisait noir comme dans un four, vide ou occupé par des étrangers. J'avais déjà remarqué une fois, récemment, cette disparition singulière et momentanée d'un fait bien connu, et voilà que cela recommençait. Décidément, je n'étais pas aussi bien remis de ma maladie que le prétendaient les médecins. Eh bien, il ne me restait plus qu'à retourner à Morgat et à rester au lit 1 jour ou 2 sans rien faire, sinon manger et dormir. J'étais à tel point plongé dans mes pensées que j'avais perdu mes repères et ne me rappelais plus où se trouvait la porte. Je fouillais mes poches l'une après l'autre à la recherche d'une allumette, mais les médecins m'ayant fait abandonner le tabac, je n'avais pas de raison d'en avoir sur moi. Le fait de ne pas trouver d'allumette accrut mon sentiment d'impuissance et mon irritation. J'avançais à tâtons, maladroitement, dans le vestibule, me heurtant aux angles de meubles invisibles, lorsqu'une lumière éclaira en biais le mur crépi de l'escalier. Je cherchais d'où elle provenait et, sur le palier, au-dessus de moi, je vis une silhouette vêtue de blanc qui protégeait une bougie d'une main et regardait en bas. Un frisson courut le long de mon dos. La silhouette ressemblait étrangement à celle de Mary Pesk, telle que je l'avais connue. « Oh, c'est vous !» s'exclama-t-elle en babillant d'une voix fêlée, semblable tantôt au chevrotement d'une vieille femme, tantôt à la voix de fausset d'un jeune garçon. Elle descendit en traînant les pieds, dans ses vêtements blancs et bouffants, maladroite et oscillant selon son habitude, mais je remarquai que ses pas sur les marches de bois étaient parfaitement silencieux. Rien d'étonnant à cela, naturellement. J'étais là, sans dire un mot, contemplant l'étrange apparition au-dessus de moi et me disant « Il n'y a rien, pas la moindre présence. C'est un problème de digestion, de vision, ou quelque chose quelque part qui ne tourne pas rond. » Toutefois, la bougie était réelle. Tandis que sa lumière s'approchait et éclairait l'endroit où je me trouvais, je me retournai pour saisir le loquet de la porte, car, souvenez-vous, j'avais lu le câble et vu Grace vêtue de crêpe. « Allons, que se passe-t-il? Je vous assure que vous ne me dérangez pas, » gazouilla la silhouette habillée de blanc. Et elle ajouta avec un petit rire « Les visiteurs ne sont pas si nombreux ces temps-ci. » Elle avait atteint le vestibule
et se tenait devant moi. Elle levait la bougie en tremblant et me dévisageait. « Vous n'avez pas changé, pas autant que je l'aurais cru. Moi, si, n'est-ce pas ?» Elle me suppliait avec un nouveau petit rire. Soudain, elle posa la main sur mon bras. Je baissai les yeux sur celle-ci et pensai en moi-même, voilà qui ne peut me tromper. J'ai toujours prêté attention aux mains. La clé d'un caractère que d'autres recherchent dans les yeux, la bouche, le modelé du crâne, je la trouve pour ma part dans la courbure des ongles, la forme du bout des doigts, la manière dont la paume, rose ou cireuse, lisse ou ridée, se gonfle à partir de sa base. J'avais un souvenir précis de la main de Mary Pesk, car elle constituait vraiment une caricature du personnage. Ronde, bouffie, rose et pourtant prématurément vieillie et inutile. Et voilà qu'elle reposait sur ma manche, indubitablement, mais changée et flétrie, un peu comme un de ces pâles champignons parsemés de taches que le moindre frôlement réduit en poussière. Tiens, en poussière, bien entendu. Je regardais les doigts doux et ridés, avec leurs absurdes petites extrémités ovales, auparavant d'un rose si innocent et si naturel, et à présent bleuis sous les ongles jaunâtres. Et la peur me donna la chair de poule. « Entrez, entrez, » dit-elle, d'une voix flûtée, en penchant sa tête ébouriffée de côté et en roulant ses yeux bleus globuleux dans ma direction. Le plus horrible était qu'elle continuait à pratiquer les mêmes arts, tous les artifices puérils d'une coquetterie maladroite et débridée. Je sentis qu'elle me tirait par la manche et, tel un câble d'acier, m'entraînait dans son sillage. La pièce dans laquelle elle m'en conduisait était, eh bien, inchangée est le terme qu'on emploie en général dans des cas semblables. En principe, après le décès de quelqu'un, ses affaires sont rangées, les meubles vendus et les souvenirs expédiés à la famille. Une sorte de piété morbide, ou peut-être les instructions de Grace, avaient conservé à cette pièce l'apparence exacte qu'elle devait avoir, à mon avis, du vivant de Miss Pesk. Je n'étais pas d'humeur à relever les détails, mais, dans la faible lueur vacillante de la bougie qu'elle tenait, j'eus à demi conscience que des coussins en désordre, des pots de cuivres épars et un vase d'où surgissait la branche fanée d'un arbuste à la floraison tardive se trouvaient dans la pièce. Un intérieur tout à fait à l'image de Mary Pesk. La silhouette blanche se dirigea comme un spectre vers la cheminée, alluma 2 autres bougies et plaça la 3e sur une table. Je ne m'étais jamais considéré comme quelqu'un de superstitieux, mais ces 3 bougies, me rendant à peine compte de ce que je faisais, je me penchai en hâte pour en souffler une. Son rire tinta derrière moi. « 3 bougies? Vous faites encore attention à ce genre de choses? J'ai passé tout cela, voyez-vous, » gloussa-t-elle. « C'est un tel soulagement, une telle impression de liberté. » Un nouveau frisson vint rejoindre ceux qui me parcouraient déjà. « Venez vous asseoir près de moi, » implora-t-elle, en se laissant tomber sur un canapé. « Cela
Fait si longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un de vivant. Les termes qu'elle employait étaient certes étranges, et, tandis qu'elle s'adossait au canapé blanc et glissant, et me faisait signe de l'une de ses mains censée être sous terre, j'eus envie de me détourner et de m'enfuir. Cependant, son visage vieilli, oscillant dans la lumière des bougies, ses joues anormalement rouges comme des pommes vernies, et ses yeux bleus noyés de bonté confuse, semblaient s'opposer à ma lâcheté pour me rappeler que, morte ou vive, Mary Basque était incapable de faire du mal à une mouche. Asseyez-vous donc, Répéta-t-elle, et je m'installai à l'autre extrémité du canapé. c'est tellement gentil à vous. Je suppose que Grace vous a demandé de venir. Elle rit de nouveau. Sa conversation avait toujours été ponctuée de rires décousus. C'est un événement, vraiment. J'ai eu si peu de visiteurs depuis ma mort, voyez-vous? J'eus l'impression de recevoir un nouveau seau d'eau froide. Mais je la regardai résolument, et une fois de plus, je fus désarmé par l'innocence de son visage. Je m'éclaircis la voix et parlai au prix d'un immense effort qui me laissa pantelant, comme si j'avais soulevé une pierre tombale. Vous vivez seul ici? Proférai-je enfin. Ah, je suis contente d'entendre le son de votre voix. Je me souviens encore des voix, bien que j'en entende si peu, murmura-t-elle rêveuse. Oui, je vis seule ici. La vieille femme que vous avez vue s'en va le soir. Elle ne veut pas rester une fois la nuit tombée. Elle dit qu'elle ne peut pas. Vous ne trouvez pas ça drôle? Mais c'est sans importance. J'aime la nuit. Elle se pencha vers moi, un de ces sourires intempestifs aux lèvres. Les morts s'y habituent tout naturellement, Dit-elle. Une fois de plus, je m'éclaircis la voix, mais aucun son ne sortit. Elle continuait à me regarder en clignant des yeux d'un air de confidence. Et Grace, parlez-moi de ma chérie. J'aurais aimé la voir, rien qu'une fois. Son rire éclata tout à fait saugrenu. Lorsqu'elle a appris ma mort, étiez-vous avec elle? A-t-elle été véritablement bouleversée? Je sautai maladroitement sur mes pieds et émis un balbutiement sans suite. J'étais incapable de lui répondre, de continuer à la regarder. Ah, je vois, c'est trop douloureux. Acquiesça-t-elle, les yeux prêts à déborder. Elle détourna la tête en tremblant. Mais après tout, son chagrin me fait plaisir. Je mourrais d'envie d'entendre cela, et je n'osais espérer que quelqu'un me le dirait. Grace oublie. Elle se leva également et virevolta dans la pièce, se rapprochant toujours plus de la porte de sa démarche oscillante. Dieu soit loué, elle s'en va, pensai-je. Connaissez-vous cet endroit dans la journée? Demanda-t-elle tout à coup. Je secouai la tête. C'est splendide, mais vous ne m'y auriez pas trouvé. Il vous aurait fallu choisir entre moi et le paysage. En effet, je dors tout le jour. Je venais de me réveiller quand vous êtes arrivé.
Elle me sourit d'un air de plus en plus confiant. Savez-vous où je dors en général? Là, en bas, dans le jardin. Son rire strident résonna de nouveau. Tout en bas, il y a un coin ombragé où le soleil ne vient jamais me déranger. Il m'arrive d'y dormir jusqu'à ce que les étoiles apparaissent. La phrase concernant le jardin dans le câble du consul me revint en mémoire et je me dis, après tout, mon sort n'est pas si triste. Je me demande si elle n'est pas plus heureuse que de son vivant. C'était peut-être le cas. Quant à moi, j'étais sûr de ne pas l'être en sa compagnie. Sa façon d'avancer de biais vers la porte me donna le désir impérieux d'atteindre celle-ci avant elle. Dans un élan de couardise, je me précipitai devant elle, mais, une seconde plus tard, elle tenait le loquet et s'appuyait contre les panneaux, ses vêtements blancs flottant autour d'elle comme un suaire. Elle inclina légèrement la tête de côté et me regarda sous ses paupières dépourvues de cils. Vous n'allez pas partir, hein? Vous n'allez pas partir, me reprocha-t-elle. En vain, je cherchai ma voix et fis signe en silence que c'était mon intention. Mais vous allez partir? Vraiment? Ses yeux étaient toujours fixés sur moi, et j'y vis 2 larmes qui se préparaient à couler sur ses pommettes rouges et brillantes. Oh, il ne faut pas, je suis si seule, dit-elle doucement. Je balbutiai des mots incompréhensibles, les yeux sur sa main aux ongles bleuis qui tenait le loquet. Soudain, la fenêtre derrière nous s'ouvrit avec fracas, et une rafale de vent venue des ténèbres s'engouffra dans la maison et souffla la bougie posée sur le coin le plus proche de la cheminée. Inquiet, je jetai un regard en arrière pour voir si l'autre bougie s'éteignait aussi. Vous n'aimez pas le bruit du vent? Moi si. Je n'ai que lui à qui parler. Les gens ne m'aiment pas beaucoup depuis que je suis morte. Étrange, n'est-ce pas? Les paysans sont tellement superstitieux. Il m'arrive de me sentir vraiment seule. Sa voix se brisa dans un ultime effort pour rire, et elle se dirigea vers moi en oscillant, une main toujours sur le loquet. Seule, seule. Si vous saviez à quel point je me sens seule. Je vous ai menti en vous disant que cela m'était égal. Voilà que vous venez, votre visage semble amical, et vous dites que vous allez me quitter. Ah non, 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 c'est pas vrai. Ou alors, pourquoi êtes-vous venu? C'est trop cruel. Je croyais savoir ce qu'était la solitude après le mariage de Grace. Vous comprenez? Grace avait l'impression qu'elle pensait tout le temps à moi, mais elle se trompait. Elle m'appelait chérie, mais elle pensait sans arrêt à son mari et à ses enfants. C'est alors que je me suis dit, je ne serais pas plus seule si j'étais morte. Mais à présent, je sais que c'est faux. Je n'ai jamais connu de solitude comme celle de l'année dernière. Jamais. Parfois, je m'assois ici et je me dis, si un homme venait un jour et se prenait d'affection pour moi. Elle imite un nouveau gloussement chevrotant. Vous savez, cela s'est déjà produit, même une fois la jeunesse envolée. Un homme qui avait eu des problèmes, lui aussi. Mais personne n'est venu jusqu'à ce soir, et à présent, vous dites que vous partez? Brusquement, elle s'élança vers moi. Oh,
Restez avec moi, juste cette nuit. C'est si agréable et si calme ici. Personne n'a besoin de le savoir. Personne ne viendra nous déranger. » J'aurais dû fermer la fenêtre après la première rafale. J'aurais dû savoir qu'une autre, plus violente, suivrait bientôt. Elle arriva, fit claquer la fenêtre treillissée au gond mal ajusté, emplit la pièce du bruit de la mer et de volutes de brouillard humide et jeta par terre l'autre bougie. La lumière s'éteignit. J'étais debout. Nous étions debout, étrangers l'un à l'autre dans l'obscurité qui s'enroulait autour de nous en grondant. Je crus que mon cœur s'arrêtait de battre. Je haletais pour reprendre mon souffle, et l'effort m'inonda de sueur. La porte, la porte. Je savais pourtant que j'étais face à elle lorsque la bougie s'était éteinte. Quelque chose de blanc et de fantomatique parut se dissoudre et se chiffonner devant moi dans la nuit. Évitant l'endroit où cela s'était évanoui, je décrivis un large cercle autour en trébuchant, me pris le pied dans une écharpe ou une manche dénouée et invisible et me libérai d'une secousse de ce dernier obstacle. Je réussis à ouvrir la porte. Dans le vestibule, j'entendis un gémissement venant des ténèbres derrière moi, mais je poursuivis tant bien que mal mon chemin vers la porte d'entrée. J'ouvris et sortis en trombe dans la nuit. Je claquai la porte sur cette pitoyable plainte. Le brouillard et le vent m'entourèrent de leurs bras apaisants. Lorsque je me sentis assez bien pour oser repenser à tout cela, je me rendis compte qu'il suffisait que j'y songe un tout petit peu pour que la fièvre apparaisse et que mon cœur cogne dans ma poitrine. Rien à faire. J'étais tout simplement incapable de supporter cette idée, car j'avais vu Grace Bridgeworth vêtue de crêpe, pleurant à la lecture du câble, et pourtant j'avais parlé à sa sœur, assis sur le même canapé qu'elle, à sa sœur qui était morte 1 an auparavant. C'était un cercle vicieux. Je n'arrivais pas à en sortir. L'explication aurait pu se trouver dans le fait que la fièvre m'obligea à m'aliter le lendemain matin. Cependant, je ne pouvais échapper à la réalité tenace de l'apparition. Et si j'avais réellement parlé à un fantôme et non à une simple hallucination due à ma fièvre, et si quelque chose de Mary Basque survivait, assez pour me crier la solitude indicible d'une vie, pour exprimer enfin ce que, de son vivant, elle avait toujours dû taire et cacher. Cette pensée m'émut étrangement. Dans ma faiblesse, j'en pleurais. Je me dis qu'il existait des quantités de femmes comme elle, et que peut-être, après leur mort, si une chance se présentait, elles essayaient de la saisir. D'anciennes légendes me revinrent à l'esprit. L'épouse de Corinthe, le vampire du Moyen-Âge. Mais quel nom attribuer à l'image plaintive de Mary Basque? Mon esprit affaibli errait au milieu de ces apparitions et de ces conjectures, et plus je vivais avec elle, plus j'étais convaincu que quelque chose qui avait été Mary Basque m'avait parlé cette nuit-là. Je pris la décision, lorsque je serais de nouveau sur pied, de retourner là-bas, en plein jour cette fois, de trouver la tombe dans le jardin, ce coin ombragé où le soleil ne vient jamais me déranger, et d'apaiser le pauvre fantôme avec quelques fleurs. Toutefois, les médecins en décidèrent autrement, et ma volonté diminuée les y encouragea peut-être inconsciemment. Quoi qu'il en soit, je cédai devant leur insistance à me conduire directement de mon hôtel au train pour Paris, puis à m'expédier comme une vulgaire valise dans un sanatorium suisse auquel ils avaient pensé pour moi.
Bien entendu, j'avais l'intention de revenir une fois rétabli. En attendant, toujours plus tendrement, mais par intermittence maintenant, de mes montagnes enneigées, je revenais en pensée à cet endroit, au-dessus de la baie des Trépassés, par cette nuit d'automne remplie de gémissements, et à la vision de Mary Pasque qui m'avait semblé tellement plus réelle que de son vivant. Après tout, pourquoi parler de tout cela à Grace Bridgeworth? J'avais entrevu des choses qui ne la regardaient pas du tout. Si cette vision m'avait été octroyée, ne devais-je pas l'enfouir dans les profondeurs insondables où repose l'inexplicable et l'inoubliable? D'autre part, quel intérêt une femme comme Grace trouverait-elle à une histoire qu'elle ne pouvait ni croire ni comprendre? Elle me classerait simplement parmi les gens bizarres, et elle ne serait malheureusement pas la première. Lorsque, enfin, je rentrai à New York, j'avais pour premier objectif de convaincre tout le monde que j'avais pleinement recouvré ma santé mentale et physique, et ma rencontre avec Mary Pasque ne semblait pas cadrer avec ce projet. Tout bien considéré, il était préférable que je tinsse ma langue. Cependant, au bout d'un certain temps, l'idée de la tombe commença à me préoccuper. Je me demandais si Grace y avait jamais fait installer une pierre tombale convenable. L'aspect étrangement négligé de la maison me fit penser qu'elle n'avait peut-être rien fait, qu'elle avait écarté le sujet dans son ensemble, sous prétexte de s'en occuper la prochaine fois qu'elle se rendrait à l'étranger. J'entendais le pauvre fantôme dire d'une voix chevrotante: « Grace oublie. Oui, Grace oublie. » Non, décidément, il n'y avait rien de mal à poser avec tact une simple question sur l'entretien de la tombe, d'autant plus que je commençais à me reprocher de ne pas être retourné voir de mes propres yeux l'état dans lequel elle se trouvait. Grace et Horace m'accueillirent avec leur cordialité habituelle, et je pris vite le pli de venir à l'improviste chez eux pour partager leur repas lorsque je pensais les trouver seuls. Néanmoins, l'occasion ne se présenta pas tout de suite. Il me fallut attendre quelques semaines. Un soir, Horace dînait en ville et j'étais seul avec Grace. Mes yeux tombèrent sur une photographie de sa sœur, une vieille photographie fanée qui semblait affronter mon regard avec reproche. « À propos, Grace, » commençai-je avec un geste brusque, « je ne crois pas vous avoir raconté que je me suis rendu à la petite maison de votre sœur la veille du jour où j'ai fait cette mauvaise rechute. » Immédiatement, l'émotion éclaira son visage. « Non, 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 vous ne m'en avez pas parlé. Comme c'est gentil d'y être allé. » Les larmes toutes prêtes jaillirent de ses yeux. « Cela me fait tellement plaisir. » Elle baissa la voix et ajouta doucement: « L'avez-vous vu? » Cette question réveilla mes anciens frissons. Je regardai avec étonnement le visage rebondi de Mrs. Bridgeworth qui me souriait à travers un voile de larmes d'où la douleur était absente. « Je me fais de plus en plus de reproches au sujet de ma chère Marie, » ajouta-t-elle d'une voix vibrante. « Mais, dites-moi, racontez-moi tout. » J'avais la gorge nouée. Je me sentais peu après aussi à l'aise qu'en présence de Mary Pasque. Pourtant, je n'avais jamais rien remarqué d'inquiétant chez Grace Bridgeworth auparavant. J'obligeai ma voix à franchir mes lèvres. « Tout ? Oh, je ne peux pas, dis-je en tentant de sourire. « Mais vous l'avez vu. »
Toujours en souriant, je parvins à faire signe que oui. Son visage devint soudain hagard. Oui, hagard. Le changement était si épouvantable que vous ne pouvez pas en parler. Dites-moi, c'est cela? Je secouai la tête. Après tout, c'était l'aspect insignifiant du changement qui m'avait bouleversé. Le fait que, en fin de compte, entre la vie et la mort, il semblait y avoir si peu de différence, à l'exception d'une mystérieuse intensification de la réalité. Pendant ce temps, les yeux de Grace m'observaient avec insistance. « Vous devez tout me raconter, » répéta-t-elle. « Je sais bien que j'aurais dû y aller depuis longtemps. » « Oui, c'est peut-être vrai, » dis-je en hésitant. « Pour vous occuper de la tombe, tout au moins. » Elle était assise sans parler, les yeux toujours posés sur moi. Elle ne pleurait plus. Mais la solitude de son regard se transforma peu à peu en quelque chose qui ressemblait à de la terreur. En hésitant, presque à regret, elle étendit la main et la posa un instant sur la mienne. « Mon cher ami, » commença-t-elle. Malheureusement, l'interrompis-je, je n'ai pas pu y retourner moi-même pour voir la tombe, car je suis tombé malade le lendemain. « Oui, bien sûr, je sais. » Elle hésita. « Êtes-vous bien certain d'être allé là-bas? » demanda-t-elle tout à coup. « Certain? Grand Dieu, c'était mon tour de la dévisager. Me soupçonnez-vous de n'être pas encore tout à fait remis? Insinuai-je avec un rire gêné. Non, bien sûr que non, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Je suis entré dans la maison, à dire vrai, j'ai tout vu, sauf sa tombe. Sa tombe? Grace se leva d'un bond, les mains jointes sur la poitrine, et se précipita loin de moi. Elle était debout à l'autre extrémité de la pièce et me regardait. Puis elle s'approcha lentement. Voyons, après tout, je me demande. Elle ne me quittait pas des yeux, à la fois craintive et rassurée. Se pourrait-il simplement que vous n'ayez jamais su? Mais jamais su quoi? Mais c'était dans tous les journaux. Vous ne les lisez donc jamais? J'avais l'intention de vous écrire. Je croyais vous avoir écrit, et je me suis dit, de toute manière, il le verra dans les journaux. Vous savez bien que je suis toujours très paresseuse quand il s'agit d'écrire. Mais qu'est-ce que j'aurais dû voir dans les journaux? Eh bien, qu'elle n'est pas morte! Elle n'est pas morte! Il n'y a pas de tombe, mon cher. Ce n'était qu'une transe cataleptique, un cas exceptionnel, d'après les médecins. Elle ne vous l'a donc pas raconté? Vous prétendez pourtant l'avoir vue. Elle éclata d'un rire à demi hystérique. Elle vous a sûrement dit qu'elle n'était pas morte? Non, elle ne me l'a pas dit, répondis-je lentement. Nous parlâmes longtemps de cette histoire, jusqu'à ce que Horace rentrât de son dîner entre hommes à minuit passé. Grace tenait à explorer le sujet sous tous ses aspects. Comme elle le répétait sans cesse, c'était certainement la seule et unique fois qu'on avait parlé de la pauvre Mary dans les journaux. Cependant, tout en restant patiemment assis à l'écouter, je n'arrivais pas à éprouver un réel intérêt pour ce qu'elle disait. J'avais le sentiment que je ne pourrais jamais plus m'intéresser à Mary Pesk ou à quoi que ce fût qui la concernait. Miss Mary Pesk, c'est la nouvelle d'Edith Wharton que je viens de vous raconter et dont la première publication en France date de 1889. Miss Mary Pesk
est une histoire de fantôme qui ne correspond pas aux attentes du lecteur. Ce n'est pas véritablement une histoire de fantôme. La nouvelle invite à la lecture d'une confluence de perspectives féministes, psychanalytiques et biographiques. Le personnage éponyme occupe le seuil entre la vie et la mort, mélangeant diverses oppositions. Bien que la profusion de mots de Miss Mary Peske, sa profusion d'émotions, pousse le narrateur dans ses retranchements, il finit par accepter son échec à rencontrer Mary selon ses propres termes, en la tenant à la distance confortable qu'offre son apparente mort. Ce n'est que lorsqu'il découvre qu'elle est en vie qu'il confesse qu'il ne s'intéressera plus jamais à elle ni à quoi que ce soit qui la concerne. Edith Wharton négocie un seuil fantomatique entre l'articulation et la répression du désir féminin en s'écrivant elle-même dans le processus. À bientôt.